On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la région du Richelieu qui a déposé sa demande à Québec pour devenir une zone d'innovation en sécurité. Mais d'abord, mise à jour du dossier de la COVID avec la députée d'Iberville à l'Assemblée nationale, Claire Sanson. Vous savez, ça va faire bientôt un an, dans quelques semaines, qu'on vit cette situation de pandémie avec la COVID, avec des mesures sanitaires qu'on ajoute ou bien qu'on enlève selon, évidemment, les statistiques qui sortent. Et dans l'équation, il y a toujours, évidemment, nos députés de l'Assemblée nationale à Québec avec le gouvernement Legault, avec qui on aime bien effectuer certaines mises à jour. Aujourd'hui, on reçoit à distance la députée d'Iberville, Claire Sanson. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bonjour, tout le monde. Bon, est-ce que le rôle de député à distance, ça finit par rentrer dans une forme de routine ou c'est toujours un peu inhabituel? Oh non, 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 on s'habitue. En tout cas, moi, je trouve ça bien dur, les techniques et les pitons, mais je finis par comprendre. Là. Je me débrouille bien. Bon, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la stratégie actuelle du gouvernement? Voilà, on a entamé un petit déconfinement, réouverture des magasins dits non essentiels. Il y a des régions qui sont retombées en orange. On a l'impression que Québec et Gatineau vont virer orange dans pas trop long non plus. Bref, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la stratégie et des décisions de François Legault en ce moment? Bien, je pense qu'à l'heure actuelle, le groupe de travail qui décide de tout ça avec la santé publique essaie d'être prudent parce qu'on ne veut surtout pas se retrouver dans la situation dans laquelle on était au printemps dernier, puis avec toutes les dérivés du virus qui se promènent, il y a une vive inquiétude. Et la semaine passée, vous savez que Saint-Jean-sur-Richelieu a connu des éclosions importantes. On a eu tellement peur pour l'hôpital de Saint-Jean en particulier, s'il fallait que l'hôpital doive réduire encore ses activités, ce serait tragique pour la population de Saint-Jean. Alors, la stratégie, c'est de rappeler l'importance de suivre les consignes, d'être prudent. Moi, je suis plus prudente, je suis rendue peureuse. Je suis devenue peureuse, j'ai peur. Ouais. Mais vous êtes en même temps, et de ce que dit lui-même le premier ministre, on demande aux gens de 60, 65 ans et plus de faire doublement attention, de ne pas garder les enfants, parce qu'on sait que mathématiquement, ce groupe d'âge-là est un peu plus touché, surtout quand vient le temps d'avoir des hospitalisations. Les chiffres sont là pour le prouver. Mais en même temps, puis on fait référence à l'hôpital du Richelieu, où j'arrondis, mais il y a eu à peu près 80 cas, donc des éclosions au 5, 6 et 7e étage, à peu près la moitié des patients, la moitié des travailleurs. Il y a déjà du délestage un peu partout. Donc, il y avait une situation, disons, assez critique où, disons, le pourcentage des cas à Saint-Jean était plus élevé que la moyenne montérégienne, là. Oui, on n'a pas un beau bulletin du tout. Et il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler de prudence parce qu'on ne veut pas voir nos services hospitaliers et nos services essentiels diminuer. Et on est content, nous autres aussi, d'avoir nos commerces de proximité qui réouvrent. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation où on recule encore. Ouais. Il y a eu un cas aussi en début de semaine qui a inquiété plusieurs, où il y a eu une vaccination du côté de la résidence Samuel de Champlain, où finalement on a appris que l'infirmière qui est allée vacciner les 150 résidents a fini par développer des symptômes et a la COVID. On comprend qu'elle était protégée et tout ça, mais il y a quand même une proximité quand on vaccine quelqu'un. Ultimement, on aurait les résultats de ces résidents-là, mais c'est comme un... C'est un rappel, ça, là, cet épisode-là à Iberville, là. C'est un rappel troublant. Et puis, moi, j'ai été très inquiète la semaine dernière. J'ai parlé avec Christian Dubé parce que j'avais peur vraiment là, qu'il soit obligé de fermer l'hôpital. Alors, c'est pas drôle, ça, là. Puis, vous savez, comme moi, là, les femmes, quand c'est dû pour accoucher, là, tu peux pas délester ça ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut que ça sorte, le bébé. T'sais. Mais on a compris en début, il y a 1 à 2 journées, que la docteure Lelier de la santé publique disait que du côté de Saint-Jean, ça s'améliore quand même, là. C'est moins pire que c'était la semaine passée. C'est sous contrôle, là. C'est sous contrôle maintenant. Bon. Mais ça reste qu'on voit un peu le contexte dans lequel on évolue. Même si à l'échelle nationale, ça baisse, il n'en reste pas moins qu'il peut y avoir comme ça des régions très ciblées comme la nôtre. Puis demain, ça va être une autre région. Donc, il y a toujours un potentiel. Et il y a l'histoire des fameux variants, comme il y en a eu en Abitibi, là, qui inquiètent, là. Oui, il y a les variants.
Il y a le congé scolaire aussi là, Ouais. qui inquiète. Là. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce que Excusez-moi, c'est parce que moi, je commence à comprendre les technologies, mais mon chat, pas pantoute. Alors, si vous Oui. voyez une grosse tache tigrée passer, là, On c'est comprend elle. que c'est le chat, ça va. C'est le chat. Ouais. Alors, et il y a le congé scolaire qui s'en vient, qui n'est pas sans créer des inquiétudes au ministère de la Santé. Est-ce que les gens vont respecter les consignes, éviter les déplacements, les Ouais. voyagements, rester dans leur région? Là, on l'entend. Là, moi, on jase au caucus avec les députés des différentes régions. Puis les gens ne veulent plus que les Montréalais se promènent. Puis Ah oui. les gens de Mont-Tremblant ne veulent pas nous voir. Les gens de l'Ontario ne veulent pas nous voir. Je pense que le ministre Ford a été assez clair là-dessus. Restez chez vous. Puis, mais en même temps aussi, l'éléphant dans la pièce, c'est la vaccination qui n'arrive pas, disons, dans les termes qui avaient été initialement promis par le fédéral. Là. Oui, et on nous répète à tous les jours que la vaccination et le dépistage sont les clés du succès pour vaincre. Alors, il faut augmenter les tests. Il faut que les gens aillent se faire tester quand ils ont des premiers symptômes. Ouais. Il ne faut pas se dire « Ah, pas moi, c'est juste un petit rhume, c'est juste une petite grippe ». Il faut aller se faire tester. Bon. Là, pendant ce temps-là, on parlait tantôt de la réouverture des commerces dits non essentiels, mais il y a encore certains commerces qui demeurent fermés, on les connaît. Du côté de votre bureau de comté, est-ce que vous recevez encore beaucoup d'appels de citoyens ou d'entrepreneurs qui ont de la misère à trouver les programmes d'aide, puis qui ont droit à quoi, puis ils appellent où, puis c'est qui? Puis avez-vous encore ce genre de demande-là? Il y en a encore, moins qu'il y en a eu au cours des 2 derniers mois, je vous dirais. Mais c'est sûr qu'il y a des impatiences. Là, il y a des restaurateurs qui pensent qu'ils vont perdre leur entreprise. C'est dramatique pour certains. Je pense surtout aux restaurateurs. Et dans notre cas, dans Iberville, là, la saison des sucres s'en vient. Là. Ouais. Est-ce que ces gens-là vont vivre le même marasme que l'an passé? On leur a parlé en début de semaine, il me semble, ou à la fin de la semaine dernière, pour voir quels étaient leurs plans. Est-ce qu'ils vont faire du pour emporter? Est-ce que si demain matin, le gouvernement leur permet de réouvrir, est-ce qu'ils sont prêts à réouvrir ou si c'est trop tard déjà? Alors, c'est des grosses questions pour des entrepreneurs. Mais justement, par rapport aux érablières, est-ce qu'on a fini par développer un réel programme d'aide qui leur est dédié spécifiquement? Parce que même on recevait ici Mélanie Charbonneau il y a quelques semaines, puis disait, bien là, on se promène, le fédéral, puis le provincial, puis le Conseil du Trésor, puis le ministère du Tourisme, puis le ministère de l'Économie. On a l'impression qu'il n'y a pas de programme vraiment dédié pour eux spécifiquement, puis qu'il y a un risque potentiel qu'ultimement, au terme de la crise, qu'il y a à peu près 50 des érablières qui ferment au Québec. Bien, les érablières, c'est compliqué parce qu'il y a plus qu'une sorte d'érablière. Il y en a qui produisent du sirop puis des produits d'érable, point final à la ligne. Il y en a qui accueillent des clients en salle à manger. Ça s'apparente plus à la restauration. Il y a eu un élargissement du programme touristique. Il y a eu des aménagements pour leur faciliter la vie un peu. La majorité s'en sont prévalus. Mais pour plusieurs, ils estiment qu'ils attendent de voir si cette année, ça va fonctionner. Si cette année, ça ne fonctionne pas, ils vont carrément arrêter leurs activités. Bon, dans les autres dossiers, prolongement de l'autoroute 35, évidemment, on sait que c'est en voie de se faire. Est-ce que les délais semblent être respectés pour les travaux à venir? Oui, ça semble être sur l'horaire prévu. J'en ai parlé avec François Bonnardel il y a 2 semaines et tout semble bien fonctionner. Ce qui restait de paperasse à faire pour les terrains, c'est réglé. Alors, ça va avancer. Bon, puis parlant de transport, évidemment, je me dois de vous poser la question parce que ça a créé une onde de choc que cette annonce ou cette recommandation de ne pas prolonger le REM jusqu'à Saint-Jean-Chambly à l'intersection des autoroutes 10 et 35, alors que c'était quand même une promesse, un engagement électoral de la coalition Avenir Québec. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette annonce-là? Bien, je pense qu'il faut comprendre que la Caisse de dépôt estime que ce n'est pas rentable comme plan d'affaires de construire le REM jusqu'à la 1035.
Alors, attendez, ils veulent pas. Madame Sanson, on vous a perdu. Peut-être recliquer sur le bouton de la caméra de votre iPad. C'est parce que je pense que ma batterie est en train de mourir. Est-ce que je peux vous rappeler? Ma batterie est en train de mourir. Ça va-tu bien? Ah, vous êtes revenu. Voilà. Bon, il me reste à peu près 10 d'énergie. Bon, bien, il nous reste 2 minutes, donc on est correct. Donc, OK, on est correct. donc, concernant le REM, vous dites, bon, la Caisse de dépôt dit le plan d'affaires ne tient pas la route, c'est pas rentable pour tout ça, mais Oui. là, est-ce que ça vous rend pas un peu mal à l'aise, comme quoi que c'était quand même un engagement? Oui, et on a eu cette semaine un caucus de la Montérégie avec le premier ministre. Et la question a été abordée par Louis, moi, Jean-François Roberge. Et il va se faire quelque chose. Ce ne sera peut-être pas un REM comme celui qu'on va voir à Brossard, mais il va y avoir des infrastructures et des ajouts sur cette ligne-là pour décongestionner et améliorer le transport communautaire entre Saint-Jean, Chambly et Longueuil, Montréal et tout ça. Il va y avoir quelque chose. La Caisse de dépôt ne souhaite pas que ce soit le REM qu'elle gère, mais ça va être autre chose. Là. Ils doivent revenir là-dessus. Êtes-vous à l'aise avec ça? Ben, écoutez, moi, je comprends la Caisse de dépôt. Son objectif, c'est de rentabiliser cette infrastructure-là. S'ils disent que c'est pas rentable, on veut pas non plus avoir un canard boiteux dans notre région. Moi, je pense qu'il faut attendre, voir qu'est-ce que le ministère des Transports va nous proposer. Ouais. Et ça va être attaché avec aussi les améliorations qui vont se faire sur la 30 et sur la 10. Bien, c'est tout ça, parce que la 30 est l'une des autoroutes les plus occupées quasiment au Canada. La portion de la 10 entre la 35 et la 30 est drôlement occupée à certaines périodes de la journée. Puis là, en plus, on a des autobus qui se rendent à Brossard. Puis là, à Brossard, il faut prendre le REM pour s'en aller à Montréal ou au centre-ville ou à Dorval, peu importe quand ça sera terminé. Bref, il va y avoir du monde sur la 10 tantôt, là. C'est compliqué, mais ça va rester une priorité d'améliorer le transport entre Saint-Jean, Chambly et Montréal. C'est évident. Claire Sanson, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. C'est moi qui vous remercie. On s'est rendu jusqu'à la fin avec vos batteries, donc tant mieux. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une demande de zone d'innovation en sécurité pour le Haut-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Les 67 d'Ottawa avec ton chum Mario Duhamel et en deuxième partie, les Forts de Chambly avec Marc-André Houle. Ça risque d'être fort intéressant. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La région du Haut-Richelieu a déposé cette semaine auprès du gouvernement du Québec une demande de désignation pour une zone d'innovation en sécurité. Question de savoir un peu de quoi il en retourne. Notre invitée, je vous la présente à l'instant. Elle est d'abord, oui, présidente de Cambly, mais également vice-présidente de NextDev Développement économique au Richelieu et administratrice de InnoSecure, Véronique Touga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Merci de l'invitation. Bon, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est d'abord que cette zone d'innovation en sécurité? C'est quoi une zone d'innovation?
Bien, j'aimerais tout d'abord dire que le projet de zone d'innovation, c'est une vision que l'on a dans le Haut-Richelieu qui il y a beaucoup de parties prenantes dans tout ça, mais ça part aussi d'une initiative du gouvernement du Québec, donc la vision de François Legault, qui permet aux régions de soumettre leurs zones d'innovation. Et nous, ben, parce qu'on était déjà dans un projet similaire avant même que le projet sorte au gouvernement, c'est certain qu'on est sauté à pieds joints pour soumettre notre demande de désignation qui a eu lieu la semaine dernière, évidemment. Donc, c'est vraiment une vision dans laquelle nous, on se considère comme un levier de croissance économique là, pour la région, mais aussi pour le Québec. Là. Et notre zone d'innovation, à nous, ben, ce qu'on cherchait, puis ce qui est important quand on soumet une zone d'innovation, c'est d'être capable de se démarquer des autres régions. Donc, on parle d'innover. Innover, c'est un mot qui est galvaudé et c'est surtout, nous, ce qu'on veut amener à la région, c'est une innovation en bonne et due forme, mais qui se démarque des autres régions. Alors, voilà, on pense qu'on a une recette gagnante. Et pourquoi il faut faire une demande au gouvernement du Québec? Et ultimement, cette demande-là, si elle est acceptée, elle nous donne quoi au juste? Bon, ça, c'est encore un peu nébuleux pour nous. Donc, est-ce que ce sera sous forme, y aura-t-il des subventions? Y aura-t-il, mais c'est un statut que l'on s'octroie aux yeux du gouvernement. Donc, pour nous, c'est quand même très important, là, et on en serait bien fiers, mais on n'a pas encore tous les détails à savoir qu'est-ce que ça octroiera là, à la région du Haut-Richelieu. Une chose est sûre, nous, on était convaincus avant de cette zone d'innovation-là. On avait dans les plans l'intention de développer cette vision-là, justement pour, surtout dans un contexte où est-ce qu'on a besoin de relancer l'économie. Donc, c'est tout à fait d'actualité. Bon, et quand on dit zone, est-ce qu'on désigne une zone physique, c'est-à-dire à telle place, un lieu précis où on va, bien sûr, y aller avec cette zone d'innovation-là? Bien, je dirais que nous, on est innovants dans notre approche parce qu'il faut composer aussi avec les contraintes que l'on a. Et idéalement, nous, ce qu'on avait en tête était un campus, donc un territoire. Mais c'est pas capital. Donc, on n'est pas du tout dans définir une zone et c'est cette zone-là qui sera notre zone d'innovation. C'est pas comme ça qu'on l'a développé. C'est morcelé, c'est faire travailler aussi tous les parcs industriels de la région et c'est d'implanter une méthodologie qui est celle d'InnoSecure. Donc, au sein de la région, qui est une méthodologie pour justement amener l'innovation dans la région et à la fin de la journée, ben, être capable de produire d'amener à la région des produits et services dans le domaine de la sécurité publique et civile. Bon, en quoi, sur le plan stratégique, le positionnement géographique de la région, près des frontières américaines, près de Montréal, etc., en quoi ça nous positionne, disons, de façon intéressante? Bien, oui, c'est sûr, au niveau de la localisation avec la frontière américaine, avec la proximité des grands centres, on est très, très bien positionné. Mais là où je dirais pourquoi la sécurité publique et civile, on se positionne même au niveau international dans cette vision-là. Parce que si vous remarquez, Saint-Jean, de près ou de loin, fait travailler 30 de la population, dans le fond, active, et dans le secteur de la sécurité-défense. Donc, travaille dans le secteur de la sécurité-défense, de près ou de loin. Donc, on est vraiment une ville garnison. Nous sommes une ville, si on regarde tous nos entrepreneurs, nos entreprises, on est très fort en sécurité-défense. On a le cégep de Saint-Jean, on a la base militaire, le collège militaire. Donc, la base était là. Donc, c'était assez évident pour nous que le secteur de la sécurité publique et civile était un élément distinctif, puis appartenait à Saint-Jean ou à la région en tant que telle. Donc, il y a comme un historique. Bon, d'abord, il y a le volet militaire, évidemment, avec la base et le collège, mais même dans les dernières années, avant même que le collège revienne, il y avait des formations en sécurité sur le côté du campus de la Corporation du Fort Saint-Jean.
Puis au-delà de ça, il y a aussi des entreprises comme la vôtre ou Rheinmetall ou une entreprise qui fait des vêtements militaires. Bref, il y a aussi du privé actuellement qui est impliqué dans le volet de la sécurité. Bien, tout à fait. Si je prends juste le cas d'Inno Secure, on prend notre conseil d'administration où est-ce que, oui, Logistique Unicorp, Rheinmetall, Groupe Cambly, le Cégep de Saint-Jean, donc c'est le collège militaire aussi, la corporation du Fort Saint-Jean, notre président qui est CVTU. Donc, on a vraiment un bassin régional dans le secteur de la sécurité publique et civile. Donc, Mais même, je me rappelle, il n'y a pas tant longtemps, en fait, avant la pandémie, il y avait eu un dîner, je crois que c'était à la Chambre de commerce au collège, où il y avait le ministre fédéral de l'époque, Navdeep Bains, qui parlait d'innovation, l'ancien député Rio aussi, qui nous parlait beaucoup de... Bien, on commençait déjà à parler un peu de zones d'innovation, puis de s'en aller un peu dans la lignée de la sécurité et tout ça. Là, on comprend que cette démarche-ci, par contre, elle est vis-à-vis le gouvernement du Québec et non pas le gouvernement fédéral. Bien, je pense que ça va faire intervenir. Il va y avoir beaucoup de parties prenantes dans tout ça, mais oui, c'est une initiative vraiment du gouvernement du Québec. Mais nous, on regarde vraiment les retombées économiques là, pour la région. Puis on va aller, je dirais, s'associer à toutes sortes de parties prenantes. Ce qui est important de comprendre, c'est quand on dit qu'on va innover dans la région, nous, ce qu'on veut amener dans cette méthodologie-là, c'est de faire travailler non seulement les entreprises sur des projets d'innovation, donc de nouveaux produits et services, mais en collaboration avec les centres de recherche, les institutions d'enseignement. Donc, c'est vraiment de faire le pont entre ces deux éléments-là. Et ça, c'est effectivement la vision de M. Legault. Mais au bout du compte, nous, on veut avoir des retombées au niveau régional, au niveau même pan-canadien, international. Donc, on veut devenir, nous, dans la région, une référence en sécurité publique et civile. Une belle ambition, mais on y croit. Mais ça, dans le fond, c'est un peu comme se donner une couleur à nous. Chaque région a un peu, il y a des régions qui sont plus agroalimentaires, il y a des régions... Donc, tu sais, on dit souvent dans le monde du marketing, avoir un peu son propre USP, un peu sa proposition de vente unique, là, j'arrondis, là, je traduis, mais c'est un peu ça de dire, bon, ben écoutez, nous, à Saint-Jean, c'est ça un peu notre créneau, là, notre couleur à nous, là. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment notre élément distinctif, notre saveur à nous. Puis, ça part d'une base qui était existante et qui était évidente. Donc, si je prends une entreprise comme Cambly, mon entreprise, moi, j'ai intérêt à travailler avec l'entreprise voisine pour développer de nouveaux produits. Et si je peux bénéficier par le fait même du Cégep de Saint-Jean dans un projet, bien, ça va nous amener ailleurs, puis ça va nous amener même à exporter nos produits. Donc, ce qu'on veut, c'est des retombées beaucoup plus large que des retombées régionales. Bon, parce qu'il y a une valeur ajoutée, évidemment, pour la région de se désigner comme zone d'innovation en sécurité, mais même potentiellement, c'est toujours un peu difficile de les projeter aujourd'hui, mais il peut y avoir des investissements, création d'emplois, rétention d'emplois, etc. Est-ce qu'on est capable déjà de voir un peu le potentiel des retombées économiques à moyen long terme? Bien, je vais vous donner un exemple très simple. En ce moment, 30 de nos travailleurs sortent de la ville, donc travaillent à l'extérieur de la ville. Si on peut tout simplement par une zone d'innovation où est-ce que ça va être dynamique économiquement, où est-ce qu'on va faire travailler de façon très précise plusieurs entreprises dans des projets porteurs pour la région et qu'on va mettre toute une base en place pour cette zone d'innovation-là. Si on est capable juste de rapatrier 10 bien, on règle une partie du problème de main-d'œuvre que l'on connaît dans la région. Parce que c'est insoutenable. Ça l'était avant la pandémie. Là, on a un petit répit avec la pandémie, mais ce n'est que partie remise, là. C'est-à-dire qu'on remarque que les entreprises manufacturières vont quand même assez bien. Alors, le problème de main-d'œuvre n'est pas réglé. Et une des façons, à notre avis, de minimiser l'impact, bien, c'est de créer de la richesse dans la région, puis créer une attraction. Donc, si on est une zone d'innovation, si on met une base solide en place, bien, on va être capable d'être attractif. Donc, aller chercher des talents à l'international, ce sera
techniquement plus un problème. On va être attirant, on va... je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais c'est pour nous vraiment un levier de croissance économique très important pour la région. Oui, puis même, avant la pandémie, on savait très bien que les déplacements vers Montréal étaient de plus en plus complexes et rocambolesques et profondément détestables pour certains d'entre nous. Là, la pandémie amène beaucoup de télétravail, nouvelles technologies. Bref, on voit la vie d'un autre œil, la vie professionnelle même. Est-ce que ça pourrait être un atout peut-être pour la région éventuellement? Bien, tout à fait. Je pense que oui. Puis il va falloir composer avec tout ça. Puis oui, ça peut être un atout. Surtout que InnoSecure, si on prend cette méthodologie-là, elle n'est pas arrêtée à un endroit spécifique. Donc, c'est pas nécessairement un lieu physique, c'est une méthodologie qui permet. Par contre, c'est certain qu'on veut travailler avec les entreprises de la région pour commencer. On veut vraiment créer un levier de croissance ici dans la région, puis tranquillement s'étendre vers le reste du Québec, voire le reste du Canada, donc, et même l'international. Donc, c'est une méthodologie qui, pour nous, est très concrète. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. En termes de retombées, on parle de la main-d'œuvre au niveau, je pense qu'il y a des retombées, oui, au niveau de l'attraction. Si on devient un écosystème ou un campus dans le domaine de la sécurité publique et civile, bien, on va être capable d'attirer des industries aussi très intéressantes, créer des partenariats à l'étranger avec toutes sortes d'autres clusters ou développer notre compétence dans la région. Véronique Touga, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Éric. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. On vous rappelle que depuis le 9 février, les bibliothèques municipales sont rouvertes à Saint-Jean-sur-Richelieu à la demande du gouvernement. C'est sur rendez-vous, donc vous devez vous inscrire. Allez sur sjsr.ca/biblio. À demain.